Bonsoir, merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Comme il vous l'a annoncé, nous avons le plaisir de recevoir le ministre Babacar Gaye. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre, ancien député. Oui, c'est dans ce titre que j'ai pu glaner au cours de ma carrière politique. Alors, pour l'essentiel, les prêches et sermons de Tabaski ont été consacrés à une campagne électorale sans violence. Les hommes de Dieu, comme on les appelle, ont-ils des chances d'être entendus, même si depuis le début, qui a coïncidé avec la Tabaski, il n'y a pas eu de problème? Oui, je voudrais d'abord profiter de cette tribune pour souhaiter à mes compatriotes sénégalais musulmans et à toute la Oumma islamique mes voeux les meilleurs pour que cette année soit une année de paix, une année de prospérité. C'est vrai, ces derniers moments, nous avons constaté une recrudescence des discours teintés de menaces, de violences, d'invectives, alors que notre système démocratique, de mon point de vue, a fait ses pas, a fait ses preuves et peut permettre à ce qu'on ait à des élections, de mon point de vue, aussi démocratiques que transparentes, pour que les meilleurs gagnent. Si les chefs religieux, les imams, principalement, profitent donc de leur sermon de Tabaski pour rappeler aux hommes politiques leur devoir de préserver la paix civile, je pense que c'est une excellente chose. Seront-ils entendus? Je le pense, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont des citoyens qui ont leur mot à dire. Deuxièmement, ce sont des guides religieux respectés, surtout quand ces propos peuvent émaner de Tivaouane, de Touba, de Ndiassane et même de l'Église. Je pense que nous avons le devoir en tant que citoyens sénégalais, même si nous avons le privilège d'être une classe politique qui accède au pouvoir, donc de déterminer l'avenir ou le devenir de nos compatriotes, il nous appartient de prendre en charge les préoccupations donc des Sénégalais et parmi eux, ceux qui sont les porteurs de voix, ce que j'appelle porteurs de voix, ce sont les hommes d'influence, ce sont nos marabouts, ce sont nos chefs religieux, ce sont nos guides, ce sont nos chefs coutumiers, ce sont tous ceux qui peuvent avoir un mot à dire et qui sont respectés par les populations. Alors, avec vous, vous avez été président de groupe parlementaire. On va essayer de comprendre les enjeux et l'engouement qu'il y a autour de ces élections. On a vu une pré-campagne très dure, très âpre. D'abord, est-ce qu'on peut replacer dans son contexte, dans le contexte des institutions, la place qu'occupe l'Assemblée nationale du Sénégal? Oui. Dans l'architecture des institutions. Nous sommes... le Sénégal est un pays, est une république démocratique, laïque, et qui a choisi de se gouverner à travers une constitution qui a organisé les organes constitutionnels. La première des institutions étant le président de la République, la seconde le gouvernement, et la troisième institution est l'Assemblée nationale, qui occupe un rôle central dans la mise en œuvre des politiques publiques, parce que les pouvoirs, le pouvoir législatif est une réalité, qu'on le veuille ou pas, et c'est un pouvoir qui, quand même, accompagne le président de la République qui détermine la politique de la nation pour que, justement, les gouvernements, les administrations, les sociétés nationales et autres puissent s'occuper de ces questions-là. Donc, il y a un engouement, c'est normal, parce que chaque Sénégalais, légitimement, souhaiterait participer à la construction de la nation. C'est légitime. Malheureusement, les hommes politiques nous sont habitués, justement, à utiliser cette ambition, somme toute noble, comme un escalier afin d'accéder à des positions de jouissance. C'est comme ça que je le vois. Si vous voyez que toute personne qui est dans le jeu politique, et même ceux qui sont aujourd'hui de la société civile politique, souhaitent aller au Parlement, pour l'essentiel, c'est vrai, c'est pour avoir le titre de député, c'est pour pouvoir participer à la vie de la nation, mais c'est plutôt aussi, et ce que je constate depuis que je suis dans le landerneau politique, avoir des positions de privilèges, un passeport diplomatique, un bon salaire, des indemnités, voyager, cela aussi, il ne faut pas l'occulter, fait partie des préoccupations de ces candidats. L'Assemblée nationale me semble être plus essentielle que cela. L'Assemblée nationale a un rôle capital dans le fonctionnement des institutions, parce que l'Assemblée nationale a une fonction législative qu'aucun organe constitutionnel n'a, c'est-à-dire c'est elle seule qui peut voter la loi,
toutes les lois des finances, les lois qui concernent les impôts, les lois qui concernent le régime du patrimoine de l'État, nationalisation, dénationalisation, les libertés publiques, la nationalité, l'amnistie, bref, autant de pouvoirs entre les mains du Parlement qui peuvent concourir à équilibrer un tout petit peu les pouvoirs du président de la République qui détient pour l'essentiel tout le pouvoir réglementaire. Tout ce qui n'est pas prévu dans la loi, c'est-à-dire dans la Constitution, comme étant du domaine de la loi, appartient au gouvernement, c'est-à-dire au pouvoir réglementaire. C'est pourquoi le député a un rôle fondamental et l'institution parlementaire a un rôle fondamental. Au-delà du fait que c'est l'Assemblée qui vote les lois, ce sont les députés qui participent au contrôle de l'action gouvernementale. Le contrôle peut prendre plusieurs formes. D'abord, c'est le fait d'accueillir le Premier ministre quand il est nommé et de recevoir sa déclaration de politique générale. C'est mettre en place des commissions d'enquête parlementaire, c'est écrire, faire des lettres, des questions écrites, des questions orales, mais aussi c'est voter le rapport de la commission de la Cour des comptes quand il s'agit justement de la loi de règlement. Tout cela lui donne un certain pouvoir de contrôle sur l'Assemblée. Mais ça, c'est sur le papier, Babacar. Non, que non. En tout cas, le sentiment du Sénégalais lambda, c'est que ce contrôle n'est pas effectivement exercé par, que si. Aujourd'hui, il y a des contraintes légales et même il y a des directives de la communauté internationale comme l'UEMOA, la CEDEAO, qui ne permettent pas au gouvernement de faire ce qu'il veut avec ses parlementaires. Les députés contrôlent l'action du gouvernement parce que le député reçoit le Premier ministre, c'est une obligation légale. Le député peut prendre en charge ces questions, les questions des populations à travers des lettres, à travers des questions orales au gouvernement. Le député peut, à la limite même, mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Vous me direz qu'il n'y en a pas beaucoup. Le député peut organiser des missions d'information et des missions d'études. Le député peut convoquer tout ministre et lui poser des questions in situ pour que des réponses idoines puissent apporter. Maintenant, vous me le direz, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas un foisonnement, il n'y a pas un bouillonnement de contrôle au sein du Parlement. Dans les commissions, le travail se fait normalement. Dans l'hémicycle, en général, les majorités, comme elles sont destinées, travaillent à soutenir le gouvernement. Comment faire pour que cette image de chambre d'enregistrement, donc qu'on colle à l'Assemblée Toutes les assemblées sont des chambres d'enregistrement. Il ne faudrait pas que les gens... Mais négativement, vous comprenez bien dans le sens... Non. Moi, j'estime que un gouvernement... On estime que, justement, la coalition majoritaire ou la majorité au pouvoir, excusez de la redondance, eh bien, tout passe comme lettre à la poste. Est-ce que pour pouvoir vous donner une idée ou des arguments que peut-être les téléspectateurs comprendraient, actuellement, ce qui se fait ce que la France vit en termes de bouillonnement institutionnel montre à suffisance que chaque gouvernement a besoin d'un parlement fort, c'est-à-dire d'un parlement où une majorité absolue existe. En dehors de cela, il y a des risques à ce que les politiques publiques initiées par le gouvernement puissent être bloquées par de la politique politicienne. Heureusement que dans certains pays de démocratie, des parlementaires, même de l'opposition, refusent de tomber dans certains pièges et acceptent, comme ça c'est le cas actuellement avec Elisabeth Borne, ce qu'elle appelle cette majorité d'action. Il arrive des moments où, naturellement, le Parlement est si divisé qu'il faut forcément de larges consensus pour faire passer les lois, mais quand la majorité est favorable au gouvernement, il n'y a pas de raison qu'elle ne soutienne pas le gouvernement, parce que sa vocation première, justement, c'est de soutenir le gouvernement pour que le président de la République, qui est aujourd'hui le seul détenteur de cette volonté de pouvoir proposer aux Sénégalais une vision politique qui a été sanctionnée par le suffrage universel, quand même devrait pouvoir s'adosser à un Parlement qui puisse le soutenir. Moi, je n'ai aucun complexe à faire partie d'une majorité qui soutient le président de la République, parce que justement, ils sont dans la même majorité. Pourquoi devrait-elle, cette majorité parlementaire, s'opposer aux politiques publiques quand c'est conforme avec le Finalement, c'est quoi le rôle du député, à part supporter le président, comme vous dites Non, ça, c'est vous qui le dites. Je n'engagerai jamais ma responsabilité sur cette question. Le rôle du député, ce n'est pas de supporter le président de la République. Le rôle du député, d'abord, est de voter la loi. Voter la loi,
toutes les lois prévues par la Constitution, en tout cas les domaines législatifs prévus par la Constitution, personne en dehors du député ne peut voter la loi. Pour qu'il y ait une loi, il faut un projet de loi initié par le gouvernement ou une proposition de loi émanant de l'Assemblée nationale. Ensuite, le député seul vote ce qu'on appelle l'impôt, détermine l'assiette et vote l'impôt. Le député seul est capable de voter la loi de finances, c'est-à-dire ce que vous appelez budget. Seul le député est capable de donner un cutus à l'exécution correcte des autorisations parlementaires que le gouvernement a utilisées pour pouvoir fonctionner pendant un an. Seul le député est capable aujourd'hui de juger le président de la République. Je pense qu'il y a beaucoup de pouvoir et même le député a une fonction diplomatique parce que dans toutes les institutions internationales, il y a des organisations dédiées aux parlementaires où le Sénégal est représenté. Notre député, j'allais dire le député du Sénégal, est à l'image des députés des systèmes comme le nôtre. Vous savez, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire où le pouvoir appartient à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas dans un pouvoir présidentiel où il y a une séparation stricte des pouvoirs comme aux États-Unis et en Chypre, où le président du pays et le Congrès ou le Parlement sont totalement indépendants l'un de l'autre. Ici, il y a un système de collaboration, il y a un présidentialisme qui fait que le président de la République détermine la politique de la nation, il y a un gouvernement dirigé par un Premier ministre qui conduit la politique de la nation déterminée par le président de la République, il y a un gouvernement solidaire, il y a des députés qui accompagnent la majorité. Le parlementaire, son rôle, c'est de contrôler le gouvernement, comme peut le faire aussi le président de la République. Donc je pense que c'est un régime de collaboration. C'est pourquoi peut-être on ne sent pas autant de friction entre le législatif et l'exécutif. Oui, Babacar Gaye, un régime, vous avez dit, de collaboration, mais quand même, on est dans un régime présidentiel fort ici au Sénégal. Donc, dans le cas de figure d'une majorité pour l'opposition à l'Assemblée nationale, comment une cohabitation pourrait se faire? Dans quelle mesure? Moi, je pense que Cela vous semble envisageable? Non, pour plusieurs raisons. D'abord, techniquement, ça va être très, très compliqué. Ça voudra dire que le président de la République, enfin la majorité du président de la République est perdu, j'allais dire, les 2/3 du Parlement. Ce qui me semble être très très difficile. C'est dans l'hypothèse où l'opposition, toute l'opposition réunie, rassemblerait 100 députés sur les 165. Dans cette hypothèse, même dans cette hypothèse, le président de la République n'est pas obligé de nommer le chef de l'opposition comme Premier ministre. Oui, chef du gouvernement. Ce qu'on peut craindre, c'est qu'il y ait une crise institutionnelle parce que les parlementaires, la majorité parlementaire détenue par l'opposition pourrait tenter de s'opposer à toutes les politiques publiques initiées par le président de la République parce qu'elle-même, elle ne peut pas en initier. Il faut que les choses soient claires. Qui définit la politique du gouvernement. Très bien. Cette majorité de l'opposition pourrait aussi, par exemple, tenter une révision constitutionnelle, mais à ce niveau, elle a le premier obstacle à franchir, c'est-à-dire avoir les 2/3 du Parlement, non, 3/5 du Parlement, c'est-à-dire 100 députés qui auraient voté la révision. Ensuite, après ce vote favorable du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait un référendum qui puisse le confirmer. Il n'y a que le président qui peut, lui, décider que la proposition ou le projet de révision de constitution qu'il propose ne soit pas assujetti à un référendum. Vous voyez comment c'est compliqué si l'opposition devait aujourd'hui prendre le pouvoir. Deuxièmement, l'opposition aura des difficultés, même s'il a une majorité à l'Assemblée nationale, à voter des lois. Pourquoi? Il y a une règle et un pouvoir laissé au président de la République, c'est le fait de demander une deuxième lecture du texte. Et quand le président demande une relecture du texte, il faut une majorité des 3/5 pour que le texte passe. Vous voyez comment c'est compliqué pour que justement ces élections législatives puissent constituer un enjeu pour notre système politique. Je comprends que l'opposition puisse avoir un discours qui galvanise l'électeur. Je comprends que l'opposition puisse présenter ces élections comme un enjeu de nature à affaiblir le régime du président Macky Sall. Je comprends que l'opposition puisse vendre l'idée d'une cohabitation ou d'une révision de la Constitution ou d'un vote d'une loi d'amnistie
Mais ce qui est fondamental, et c'est ça qui importe, c'est que les députés, les candidats parlementaires, qu'ils soient du pouvoir comme qu'ils soient de l'opposition, qu'ils proposent aux Sénégalais comment ils comptent se comporter à l'Assemblée nationale si tant est qu'on leur donne la confiance, c'est-à-dire qu'on les élit. Mais je ne pense pas que ces élections puissent avoir un enjeu, genre, votez pour nous, il n'y aura pas de troisième mandat, votez pour nous, nous aurons la primature, votez pour nous parce que c'est nous qui gouvernerons. Le Sénégal n'est pas la France où c'est le Premier ministre, je vais dire le gouvernement, qui d'abord détermine la politique de la nation et qui la conduit. Le président de la République n'ayant que ses domaines réservés. C'est en cas de cohabitation, c'est là qu'on parle de cohabitation, qu'il y a une possibilité que le Premier ministre puisse être un vrai détenteur de pouvoir. Le cas contraire, c'est toujours une collaboration, même si le Premier ministre, étant nommé par le président de la République, est d'une majorité parlementaire différente. Parce que la cohabitation, comme on le sent aujourd'hui, enfin, la cohabitation au sein de l'hémicycle en France, comme on le sent aujourd'hui, a prouvé que l'opposition, même majoritaire, n'a pas pu faire passer une motion de censure. Pourquoi? Alors, Babacar, là, on est dans les enjeux. Et pour ce qui est des enjeux, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que quel que soit le vainqueur, l'Assemblée nationale va générer une faiblesse congénitale et une durée de vie qui peut dépendre des élections présidentielles de 2024? Est-ce que vous êtes d'accord que l'avenir de cette Assemblée peut dépendre de la présidentielle de 2024? L'avenir d'une Assemblée nationale, sa durée de vie dépend toujours des facteurs politiques du moment. Si en 2024, la situation politique change naturellement, on peut penser que l'Assemblée nationale pourrait être dissoute. Mais ça n'a pas été le cas en 2000. Rappelez-vous de ça. Tout dépend, je dis très bien, d'abord de celui qui est élu en tant que président de la République, mais aussi tout dépend de ceux qui sont à l'Assemblée nationale et de l'intérêt qu'ils ont pour leur pays, de manière générale, mais de leurs intérêts particuliers. Le pouvoir socialiste en 2000 n'a pas voulu se saborder, parce qu'il savait en réalité que si il tentait, ou elle tentait, cette majorité, de gêner la gouvernance du président Abdoulaye Wade, l'épée de Damoclès que constitue la dissolution était là. Ils ont collaboré jusqu'à ce qu'on ait de nouvelles élections. J'estime qu'il est possible pour 2024, dans les deux cas, c'est-à-dire que la majorité reste telle qu'elle est aujourd'hui, ou que si la majorité change au niveau de l'exécutif, moi je pense que le Sénégal mérite quand même que nous puissions avoir une collaboration, une convergence des intelligences pour que nos institutions ne puissent pas souffrir de nos déshydratats politiques. Mais j'ai fait des rêves, peut-être que cela n'arrivera jamais, mais j'estime quand même que le Sénégal et les Sénégalais devraient comprendre que nous n'avons pas besoin d'avoir une crise institutionnelle. C'est pourquoi certainement ils feront le choix qu'il faut pour que le Sénégal reste un pays de stabilité, un pays de démocratie avancée, un pays où certainement il y a des choses à faire, certes, mais c'est dans la collaboration, dans une majorité d'actions, dans une convergence des intelligences qu'il est possible de construire un autre pays. Comment vous pouvez comprendre l'avant-campagne, la pré-campagne, la dureté quand même qu'il y a eu dans les propos, dans les faits aussi, parce qu'il y a eu des morts. Je parle bien de l'avant-campagne et de la pré-campagne. Bon, là, on est dans la campagne depuis 2-3 jours. Ça va encore. Il ne devrait pas y avoir d'avant-campagne. Il ne devrait pas y avoir de pré-campagne. On n'a pas décidé d'une campagne électorale de 3 semaines pour ensuite accepter que notre démocratie puisse souffrir du comportement des politiciens qui, avant la date prévue par la loi et par le règlement, engagent le pays dans des turbulences. Je pense que ce que vous appelez avant la campagne électorale, les crises que nous avons connues ne sont en rien liées à cette campagne électorale. La preuve, toutes les questions qui ont été agitées étaient autour des listes électorales, autour du parrainage, autour des contentieux. Je pense qu'on peut avoir des contentieux, certes,
mais on a des mécanismes de résolution de ces contentieux et la classe politique devrait s'engager à les respecter pour que notre démocratie soit apaisée. Il est anormal que l'on passe par la violence pour régler des conflits politiques. En tout cas, ce n'est pas souhaitable pour le Sénégal. Pendant la pré-campagne, naturellement, ce que vous appelez pré-campagne, il y a eu des Sénégalais qui sont candidats, qui ont été très républicains, qui ont fait une pré-campagne très civilisée, qui sont allés vers les populations de manière discrète et qui ont tenté quand même d'engager justement le dialogue avec l'électeur sans qu'on ne sente une volonté de déranger outre mesure le fonctionnement de l'État et la quiétude sociale. Alors, pour ce qui est de la cohésion nationale, on va l'appeler ainsi, avec certains propos ethnicistes qui ont été proférés par certains ou un candidat en particulier. Il faut le nommer, il faut oser nommer les désaccords et il faut aussi prendre ses responsabilités pour donner son avis. J'estime que le Sénégal n'a pas besoin de telles déclarations politiciennes. J'estime que la Casamance est une partie intégrale du Sénégal et je pense qu'un homme politique n'a pas le droit d'utiliser la Casamance comme un outil de propagande, comme du reste, un autre homme politique n'a pas le droit d'utiliser une autre région, une autre communauté afin de mener une politique à sa faveur. Nous sommes une nation qui est en train d'être construite, je pense qu'elle est assez solide, parce que de toutes les façons, le Sénégal n'a jamais connu ce type de soubresaut. Ce n'est pas maintenant que cela va commencer. Il faut un front républicain pour faire face à ces dérives, de quelque nature qu'elles soient, ces dérives, d'où qu'elles viennent. Parce que le Sénégal a besoin de quiétude, le Sénégal n'a pas besoin de violence politique. Le Sénégal a souffert de 62, les événements de 88 nous ont causé beaucoup de torts, les événements de 94 nous ont causé encore des morts, en mars on a eu des morts, récemment on a eu des morts. Pour des enjeux politiques, cela ne vaut pas la peine. Je pense qu'il faut que les gens s'accordent sur l'essentiel, une gouvernance où tout le monde pourrait s'accorder sur les grands agrégats. Il peut arriver qu'on ait des divergences, mais on peut les résoudre par le dialogue, par, j'allais dire, la concorde, par des arbitrages. Mais je parle d'arbitrage neutre, je ne parle pas d'arbitrage de gens qui ont souvent intérêt à ce que ça aille dans tel ou tel autre sens. Là aussi, les pouvoirs religieux et coutumiers ont des rôles importants à jouer. Ils sont en train de jouer cela et j'estime que ça a permis au Sénégal de retrouver sa quiétude après les événements de mars 2021. Merci Babacar Gaye. C'est moi. De toutes les façons, je souhaite à tous les candidats, à toutes les coalitions, d'aller à ces élections dans la paix, avec l'énergie militante qu'il faut, mais avec l'amour du Sénégal en bandoulière, pour que les meilleurs gagnent et qu'on ait une Assemblée nationale à la hauteur de notre démocratie. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.